Je m'appelle Laura et ma vie semblait parfaite jusqu'à ce mardi après-midi fatidique. Le soleil brillait dehors, mais j'étais confinée dans mon bureau au 15e étage de l'immeuble où je travaillais en tant qu'analyste financière. Les feuilles de calcul dansaient devant moi, des chiffres et des graphiques qui me fascinaient habituellement, mais ce jour-là, pour une raison que j'ignore, je me sentais agitée. C'est alors que mon téléphone portable a vibré. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de Javier clignoter. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Javier était mon amant depuis près d'1 an. Notre liaison avait commencé de manière assez innocente, quelques conversations dans le café de l'entreprise, des rires partagés au cours du déjeuner. Mais elle s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. J'ai répondu à l'appel, en essayant de parler à voix basse pour que mes collègues n'entendent pas. « Bonjour, Javier. Tout va bien ?» Sa voix, excitée et un peu nerveuse, retentit de l'autre côté. « Laura, mon amour. Je suis sous la porte de ton mari. » J'ai senti mon estomac se dérober. « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Dans 20 minutes, ton mariage sera terminé et nous commencerons notre vie heureuse ensemble. » J'étais paralysée. Les mots de Javier résonnaient dans mon esprit, mais je n'arrivais pas à les assimiler. Qu'avait-il l'intention de faire ? Comment en était-il arrivé là sans me consulter ? Javier, attends. Ne fais rien d'irréfléchi. Parlons-en. Mais il avait déjà raccroché. J'ai regardé le téléphone, avec un mélange de peur et d'excitation. Mon mariage avec Ernesto n'était pas mauvais. C'était un homme bon, travailleur, gentil. Mais avec le temps, la passion s'était estompée. Javier m'a redonné le frisson, l'adrénaline que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai regardé l'horloge. 15h40, dans 20 minutes, selon Javier, ma vie allait changer pour toujours. Je ne savais pas comment réagir. Devais-je appeler Ernesto et le prévenir ? Est-ce que je dois courir à la maison et empêcher Javier de faire une bêtise ? Ou dois-je attendre et voir ce qui va se passer ? Les minutes s'écoulent lentement. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais c'était impossible. Mon esprit était à des kilomètres de là, imaginant la confrontation entre Javier et Ernesto. Que dirait Javier ? Comment réagirait Ernesto ? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire ? À 16h précises, mon téléphone a de nouveau sonné. C'est Ernesto. Les mains tremblantes, je réponds. « Bonjour, ma chérie. Tout va bien ? » La voix d'Ernesto était normale, calme. « Bonjour, mon amour. Je t'ai juste appelé pour te dire que j'arriverai un peu plus tard aujourd'hui. J'ai une réunion de dernière minute. Je n'y comprends rien. Où était Javier ? Que s'est-il passé ? Oh, tout va bien. Bonne réunion. » J'ai raccroché le téléphone, plus perdu que jamais. Qu'avait voulu dire Javier par cet appel ? Avait-il renoncé à la dernière minute ? Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans le flou. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai essayé d'appeler Javier à plusieurs reprises, mais chaque appel tombait sur la boîte vocale. J'ai envoyé des messages, mais il n'y avait pas de réponse. Quand je suis enfin arrivée à la maison, j'étais à bout de nerfs. Ernesto est arrivé peu après, avec un comportement normal. Rien n'indiquait que quelque chose d'anormal s'était produit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à côté de mon mari, je n'arrivais pas à dormir. Qu'était-il arrivé à Javier ? Pourquoi avait-il passé cet appel ? Et que se passerait-il ensuite ? J'étais loin de me douter que ce mardi après-midi n'était que le début. Le début de la fin de la vie que je connaissais. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé mon imagination, et les conséquences de ce coup de téléphone me hanteront longtemps. Marcos n'est jamais réapparu. Les jours qui ont suivi cet étrange appel téléphonique ont été un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. J'ai essayé de maintenir un semblant de normalité, mais à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai immédiatement vérifié mon téléphone portable. Je n'ai rien trouvé. Pas de message, pas d'appel manqué de Marcos. J'ai envoyé un message prudent, « Tout va bien ? Que s'est-il passé hier ? » Silence.
Au travail, j'avais du mal à me concentrer. Mes yeux se portaient constamment sur le téléphone, à la recherche d'un signal. Parfois, je croyais entendre une vibration, mais ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. « Laura, tu vas bien ?» me demande ma collègue Elena. « Tu as l'air distraite aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. » Le soir, à la maison, Ernesto n'a montré aucun signe d'inquiétude. Il parlait de sa journée, faisait des projets pour le week-end, comme si rien ne s'était passé. Cela n'a fait qu'ajouter à ma confusion et à mon anxiété. Le deuxième jour, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé Marcos un nombre incalculable de fois, mais chaque appel tombait directement sur la boîte vocale. J'ai envoyé des messages de plus en plus désespérés. « Marcos, réponds-moi, s'il te plaît. Je suis inquiet. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi as-tu disparu ? Rien. » Le silence était assourdissant. Le troisième jour, je n'en pouvais plus. J'ai décidé de passer à l'appartement de Marcos après le travail. Je suis montée, le cœur sur la main, en imaginant 1000 scénarios. Et s'il était blessé ? Ou pire ? J'ai frappé à la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondit. J'ai collé mon oreille contre le bois, essayant de capter le moindre son. Le silence est total. J'ai appelé Marcos, d'abord doucement, puis plus fort. « Marcos, tu es là ? » Une porte s'ouvre dans le couloir. Madame Guadalupe, la voisine de Marcos, sort la tête. « Vous cherchez Marcos ? » demande-t-elle. Je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. J'ai trouvé ça bizarre, il dit toujours bonjour quand il passe. Mon estomac s'est noué. Merci, Madame Guadalupe. Si vous le voyez, pourriez-vous lui demander de m'appeler, s'il vous plaît ? Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids énorme sur la poitrine. Où pouvait être Marcos ? Que lui est-il arrivé ? Les jours suivants ont été marqués par l'anxiété et la peur. J'alternais les moments de panique et les tentatives de me convaincre que tout irait bien. Peut-être Marcos avait-il simplement décidé de s'éloigner, peut-être avait-il réalisé que notre relation était une erreur. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Marcos n'était pas du genre à disparaître sans rien dire. Il s'était passé quelque chose de grave. 1 semaine s'est écoulée. Je dormais à peine, je mangeais à peine. Ernesto a commencé à remarquer mon état. « Laura, que se passe-t-il » demanda-t-il un soir, la voix pleine d'inquiétude. « Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. » Je déglutis, essayant de trouver une excuse. C'est juste le travail. C'est stressant ces derniers temps. Il ne semblait pas tout à fait convaincu, mais il n'insista pas. S'il connaissait la vérité. J'ai commencé à craindre le pire. Et si Marcos avait eu un accident ? S'il était. Non, je ne pouvais même pas y penser. Mais chaque jour qui passait, cette terrible possibilité semblait plus réelle. La disparition de Marcos me consumait. Je savais que je devais faire quelque chose, mais quoi ? Aller à la police ? Et comment expliquer ma relation avec lui ? Je n'aurais jamais pu prévoir ce qui allait se passer. La disparition de Marcos n'était que le début d'un cauchemar que je ne pouvais pas imaginer. 3 jours plus tard, la police a frappé à ma porte. C'était un samedi après-midi et j'étais seule à la maison. Ernesto était parti jouer au football avec ses amis, comme tous les week-ends. J'étais dans la cuisine, en train de laver distraitement la vaisselle du déjeuner, lorsque j'ai entendu des coups secs sur la porte d'entrée. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis essuyé les mains en tremblant sur mon tablier et je suis allée ouvrir la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu 2 officiers à l'expression sérieuse. Un homme grand et mince aux cheveux gris et une femme plus jeune aux yeux perçants. « Bonjour, madame », dit le policier le plus âgé. « Je suis l'inspecteur Rodrigo et voici ma partenaire, l'inspecteur Carmen. Pouvons-nous entrer ? Nous devons vous parler de quelque chose d'important. » Je déglutis et acquiesce, m'écartant pour les laisser entrer. Mon esprit s'emballait. S'agissait-il de Marcos ?
Était-il au courant de notre affaire? Asseyez-vous, je vous prie, dis-je en indiquant le canapé du salon. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, merci, répond l'inspecteur Carmen. Son regard est compatissant, ce qui ne fait qu'augmenter mon inquiétude. Madame, nous devons vous parler de la disparition de Marcos Hernandez. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. C'était donc ça. Il savait. Marcos, balbutiai-je en essayant de paraître surpris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'inspecteur Rodrigo me regarde fixement. Madame, je suis désolé de vous informer que nous avons trouvé le corps de Marcos Hernandez ce matin. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu les mots, mais je n'ai pas pu les assimiler. Marcos, mort? Ce n'est pas possible. Comment cela est-il arrivé, ai-je demandé, ma voix étant presque un murmure. L'inspecteur Carmen s'est penché en avant. C'est de cela que nous voulions vous parler, madame. Le corps de Marcos a été retrouvé. Eh bien, il a été retrouvé collé à un arbre dans son jardin. J'étais sous le choc, sans voix. Dans mon jardin? Comment est-ce possible? J'étais là hier encore, en train d'arroser les plantes. Comment ai-je pu ne rien remarquer? C'est impossible, ai-je bredouillé, il doit y avoir une erreur. Malheureusement, il n'y a pas d'erreur, a déclaré l'inspecteur Rodrigo. Madame, nous devons vous poser quelques questions. Connaissiez-vous Marcos Hernandez? J'hésite. Dois-je dire la vérité? Ou tout nier? Oui, j'ai fini par l'admettre. C'était un collègue de travail. Les inspecteurs échangent un regard. Madame, poursuit Carmen, nous avons des raisons de penser que votre relation avec Monsieur Hernandez était plus que professionnelle. N'est-ce pas? J'ai senti des larmes commencer à se former dans mes yeux. Je ne pouvais pas le cacher. Oui, ai-je murmuré, nous avions une liaison. Le silence qui a suivi était lourd. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Madame, dit Rodrigo, d'une voix plus douce, il faut que vous nous disiez tout ce que vous savez. Quand avez-vous vu ou parlé à Marcos pour la dernière fois? J'ai commencé à tout lui raconter. L'étrange appel téléphonique, la disparition, mes tentatives infructueuses pour le contacter. Les mots sortaient en un flot incontrôlable, interrompus seulement par mes sanglots occasionnels. Lorsque j'eus terminé, les inspecteurs se regardèrent à nouveau. Madame, dit Carmen, il y a autre chose que nous devons vous montrer. Elle sort une petite enveloppe de sa poche et l'ouvre. Elle en sort un DVD. Il a été trouvé dans la poche de Marcos. Il y a votre nom écrit dessus. Les mains tremblantes, j'ai pris le DVD. Mon nom était clairement écrit sur la surface argentée. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Demandai-je, redoutant la réponse. Nous ne savons pas, a répondu Rodrigo. C'est une preuve, mais comme il y a votre nom dessus, nous avons pensé que vous deviez le voir en premier. J'ai regardé le DVD dans mes mains, avec un mélange de peur et de curiosité. Qu'est-ce que Marcos avait laissé pour moi? Et pourquoi était-il dans sa poche quand il est mort? On peut le voir maintenant, ai-je demandé, la voix à peine audible. Les inspecteurs ont acquiescé. Le cœur serré, je me suis levé pour allumer la télévision et le lecteur de DVD. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à insérer le disque. Alors que l'écran devenait bleu, se préparant à lire le contenu, je me suis demandé ce que j'allais voir. Et comment cela allait-il changer ma vie à jamais? Les mains tremblantes, j'insère le DVD dans le lecteur. Les inspecteurs Rodrigo et Carmen sont restés assis sur le canapé, leurs regards alternant entre moi et l'écran de télévision. Le silence qui régnait dans la pièce était tel que j'entendais mon propre cœur battre frénétiquement. Madame, dit doucement l'inspecteur Rodrigo, si vous voulez vous arrêter à un moment ou à un autre, faites-le nous savoir. J'ai hoché légèrement la tête, incapable de formuler des mots. J'avais la gorge sèche et un sentiment de terreur s'installait dans mon estomac. Qu'avait enregistré Marcos? Pourquoi aurait-il laissé un DVD avec mon nom dessus? L'écran a clignoté et a commencé à afficher des parasites. Pendant un instant, j'ai pensé que le disque était endommagé. Puis l'image s'est éclaircie,
révélant une pièce sombre et faiblement éclairée. La voix de Marcos a retenti, faisant bondir mon cœur. Il est apparu sur l'écran, le visage pâle et les yeux remplis de peur. Si tu regardes ça, c'est que les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Marcos avait l'air si effrayé, si différent de l'homme confiant que je connaissais. J'ai fait une terrible erreur, Laura, poursuit-il, la voix tremblante. Je pensais que je pouvais tout arranger, que nous pourrions être ensemble. Mais j'ai sous-estimé. Soudain, l'image a tremblé et j'ai entendu un bruit hors champ. Marcos a eu l'air surpris par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Non, s'il vous plaît, a-t-il crié. Je ferai n'importe quoi, mais... L'écran est devenu noir. Mon cœur s'emballait et j'avais du mal à respirer. Qu'est-il arrivé à Marcos? Qui était là avec lui? L'image revient, mais Marcos est désormais attaché à une chaise. Son visage est meurtri, un filet de sang coule de son front. Laura, dit-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je t'aime, mais il sait. Il sait tout. Qui, ai-je marmonné à l'écran, oubliant momentanément la présence des inspecteurs. Comme pour répondre à ma question, une voix familière a retenti hors champ. Mon sang se glaça. Ce n'est pas possible. Dis-lui, Marcos, ordonne la voix. Dis-lui ce que tu as fait. Marcos ferme les yeux, des larmes coulent sur son visage meurtri. Laura, j'ai tout dit à Ernesto. Je pensais que s'il savait, tu serais libre de rester avec moi. Mais j'avais tort. J'ai eu tellement tort. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ernesto savait? Mais comment? Quand? L'appareil photo a de nouveau tremblé, pendant un bref instant, a capté la silhouette de quelqu'un qui se déplaçait à l'arrière-plan. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai reconnu le profil. Ernesto, murmurai-je, horrifié. Les détectives s'agitent sur le canapé. J'avais presque oublié leur présence. Madame, dit doucement l'inspecteur Carmen. Nous devons savoir qui est Ernesto. Je me suis tournée vers elle, comme si j'étais dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Ernesto est mon mari. Les inspecteurs ont écarquillé les yeux et échangé un regard significatif. J'ai reporté mon attention sur l'écran, où Marcos continuait à parler, sa voix devenant de plus en plus faible. Laura, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais imaginé. Ernesto n'est pas celui qu'on croyait. Il est dangereux, Laura. Tu dois te protéger. Vous devez. L'image se coupa à nouveau et resta noire pendant plusieurs secondes. Quand elle est revenue, Marcos n'était plus sur la chaise. La caméra ne montrait que la pièce vide, la chaise dont les cordes étaient détachées. Soudain, un visage est apparu sur l'écran, si proche que j'ai fait un bond en arrière. C'était Ernesto, ses yeux brûlaient d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour, ma chérie, dit-il, sa voix calme contrastant avec la colère de ses yeux. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? L'écran est devenu noir et la lecture du DVD s'est arrêtée. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'étais figé, incapable de bouger ou de parler. Mon esprit tournait en rond, essayant d'assimiler ce que je venais de voir. Ernesto savait. Ernesto avait fait quelque chose à Marcos. Et maintenant? Madame, la voix de l'inspecteur Rodrigo me ramène à la réalité. Nous avons besoin que vous nous disiez tout sur votre mari, Ernesto. Où est-il maintenant? La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ernesto. Mon mari. L'homme avec qui je dormais tous les soirs. Où était-il? De quoi d'autre était-il capable? La peur m'a saisi lorsque j'ai réalisé que mon cauchemar était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Ma vision s'est obscurcie pendant un moment, alors que j'essayais d'assimiler ce que je venais de voir. Le visage d'Ernesto, déformé par la colère, était encore très présent dans mon esprit. Les inspecteurs Rodrigo et Carmen m'observaient attentivement, leurs regards mêlant inquiétude et suspicion. Madame, la voix de Carmen a rompu le silence, nous avons besoin que vous regardiez à nouveau le DVD.
Il y a des détails qui pourraient être cruciaux pour l'enquête. Je déglutis et acquiesce, incapable de formuler des mots. Les mains tremblantes, j'ai pris la télécommande et j'ai appuyé. L'image de Marcos est réapparue sur l'écran, le visage pâle et effrayé. Cette fois, j'ai prêté plus d'attention aux détails qui l'entouraient. La pièce me semblait familière, était-ce notre sous-sol? Mon estomac se serra à cette idée. Laura, la voix de Marcos retentit à nouveau, chargée de peur et de regret. Si tu peux voir ça, les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai fait une terrible erreur. J'ai regardé plus attentivement, remarquant les ombres qui se déplaçaient à l'arrière-plan. Une voix familière racontait chaque instant de la souffrance de Marcos. C'était la voix d'Ernesto, mon mari, mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, froid, calculateur, presque sadique. « Allez, Marcos, dit la voix d'Ernesto hors champ. Raconte à Laura ton plan génial. Comment tu as cru pouvoir me tromper? » Marcos ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage meurtri. « Je pensais que si je disais la vérité à Ernesto, tu serais libre, Laura. Libre de rester avec moi. Mais j'avais tellement tort. » La caméra s'est mise à trembler et à capter le profil d'Ernesto pendant un instant. Son visage était déformé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de colère, de douleur et de quelque chose d'autre, de plaisir? Tu croyais vraiment que je ne le savais pas? La voix d'Ernesto est tranchante. Que je n'ai pas vu les regards, les messages cachés? Tu m'as sous-estimé. La vidéo se poursuit, montrant des scènes qui me retournent l'estomac. Ernesto a interrogé Marcos, lui demandant des détails sur notre affaire. Chaque réponse semblait l'exaspérer davantage. Laura, Marcos regarde directement la caméra, les yeux suppliants. Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je t'aime, mais il n'est pas celui qu'on croyait. Il est dangereux, Laura. Tu dois te protéger. L'image se coupa à nouveau, et lorsqu'elle revint, Marcos n'était plus en vue. La caméra ne montrait que la pièce vide, la chaise dont les cordes étaient dénouées. Et puis le visage d'Ernesto est apparu sur l'écran. « Bonjour, ma chérie, dit-il, les yeux brillants d'une fureur contenue. Je suppose que nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? Pensais-tu pouvoir me tromper? Que tu pourrais trahir notre confiance, notre mariage? » Sa voix est devenue plus douce, presque un murmure. « Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Je me suis occupée de tout. Marcos ne perturbera plus notre mariage. Et maintenant, c'est à ton tour d'apprendre une leçon. » La vidéo s'est arrêtée brusquement, laissant la pièce dans un silence lourd et oppressant. Je suis restée figée, incapable de bouger ou de parler. Les implications de ce que je venais de voir étaient trop terribles pour que je puisse les assimiler. Madame, la voix de l'inspecteur Rodrigo m'a ramenée à la réalité. Nous avons besoin que vous nous disiez tout sur votre mari. Où est-il maintenant? Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer sur mes pensées. Il est sorti jouer au football avec ses amis. Comme tous les samedis. Les inspecteurs échangent des regards inquiets. Madame, dit doucement Carmen, compte tenu du contenu de cette vidéo, nous avons des raisons de penser que vous êtes en danger. Nous devons vous mettre en sécurité immédiatement. La réalité de la situation m'a finalement frappée. Ernesto, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant des années, était un meurtrier. Et maintenant, il s'en prenait à moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demandai-je, la voix tremblante. Nous allons la protéger, a répondu Rodrigo avec fermeté. Mais d'abord, nous avons besoin que vous nous disiez tout ce que vous savez. Chaque détail peut être crucial si nous voulons retrouver votre mari et l'empêcher de faire plus de mal. Alors que je me préparais à révéler tous les aspects sombres de mon mariage et de ma liaison avec Marcos, une chose est devenue claire, ma vie ne serait plus jamais la même. Les mots des inspecteurs résonnaient dans mon esprit tandis que j'essayais d'assimiler la terrible vérité, Ricardo savait tout. Mon mari, l'homme que je croyais si bien connaître, s'était révélé être un monstre capable d'actes inimaginables. Madame Laura, dit doucement l'inspecteur Rodrigo, interrompant mes pensées chaotiques. Je sais que c'est difficile,
mais nous avons besoin que vous nous disiez tout ce que vous pouvez sur Ricardo. Le moindre détail pourrait être crucial. » J'ai pris une grande inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Par où commencer ? Comment expliquer que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant des années était un parfait inconnu pour moi ? Ricardo a toujours été contrôlant, ai-je commencé, la voix tremblante. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être capable d'une telle chose. J'ai commencé à raconter les petits signes que j'avais ignorés au fil des ans. Les appels fréquents pour savoir où j'étais, la jalousie excessive, la façon dont il semblait toujours en savoir plus sur ma routine qu'il ne le devrait. Une fois, me suis-je souvenu, un frisson me parcourant l'échine, j'ai trouvé un petit appareil sous ma voiture. Lorsque j'ai interrogé Ricardo à ce sujet, il m'a dit qu'il s'agissait d'un traceur GPS pour ma sécurité. À l'époque, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une préoccupation excessive. Les inspecteurs échangent un regard significatif. « Madame, » dit l'inspecteur Carmen, « pensez-vous que Ricardo aurait pu installer des caméras ou des appareils d'écoute dans sa maison ?» Cette question m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Soudain, toutes ces fois où Ricardo semblait connaître les détails de mes conversations privées prenaient un sens terrible. « Je pense que c'est le cas », ai-je murmuré, horrifié par l'insinuation. L'inspecteur Rodrigo se lève brusquement. « Nous devons procéder immédiatement à une fouille complète de la maison. » Carmen, appelle l'équipe technique. Pendant que Carmen passait l'appel, Rodrigo s'est tourné vers moi. « Madame Laura, y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire ? Quelque chose d'inhabituel que Ricardo ait fait ou dit récemment ? » J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir. Et puis, comme un éclair, un souvenir est apparu. « La cave », dis-je, mes yeux s'ouvrant soudain. Il y a quelques semaines, Ricardo a commencé à passer beaucoup de temps au sous-sol. Il a dit qu'il travaillait sur un projet spécial. Il a fermé la porte à clé et n'a pas voulu me laisser entrer. Les yeux de Rodrigo s'écarquillent. Nous devons vérifier cette cave immédiatement. Le cœur serré, j'ai conduit les inspecteurs jusqu'à la porte du sous-sol. La serrure semblait normale, mais lorsque Rodrigo l'a examinée de plus près, il a froncé les sourcils. « Ce n'est pas une serrure ordinaire », murmura-t-il. « C'est un système de sécurité avancé. » Après quelques minutes de tension, l'équipe technique est arrivée et a réussi à ouvrir la porte. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur m'a coupé le souffle. Le sous-sol avait été transformé en une sorte de centre de commandement. Des moniteurs affichaient des images de différentes parties de la maison, y compris de notre chambre à coucher. Il y avait du matériel d'enregistrement, des ordinateurs sophistiqués, le plus troublant, un mur couvert de photos de Marcos et moi, certaines prises dans des moments que je croyais totalement privés. « Oh mon Dieu !» ai-je murmuré, sentant mes jambes faiblir. Carmen m'a tenu par le bras, m'empêchant de tomber. « Madame Laura, vous devez vous asseoir. Il y a trop de choses à assimiler en même temps. » Alors qu'on me ramenait dans la pièce, j'ai entendu Rodrigo donner des ordres urgents à la radio. « Nous avons besoin d'une équipe médico-légale immédiatement. » Et lancer une alerte pour la capture de Ricardo immédiatement. Il est considéré comme armé et extrêmement dangereux. De retour au salon, Carmen me tend un verre d'eau. « Madame Laura, je suis désolée de vous dire que la situation est plus grave que nous l'avions imaginé. Non seulement votre mari était au courant de la liaison, mais il a minutieusement préparé sa vengeance. » J'ai acquiescé, incapable de parler. La réalité de la situation m'étouffait. Dans la vidéo, poursuit Carmen avec douceur, Ricardo a clairement indiqué que tu serais la prochaine. Nous devons te mettre sous protection immédiatement. Les mots de Ricardo dans la vidéo ont résonné dans mon esprit. Maintenant, c'est à ton tour d'apprendre une leçon. Un frisson me parcourt le corps. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Nous allons l'emmener dans un endroit sûr, a répondu Rodrigo, qui était retourné dans le salon, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver Ricardo avant qu'il ne puisse faire plus de mal. Alors que je m'apprêtais à quitter ma maison, peut-être pour de bon, la gravité de la situation me frappa enfin. Mon mariage, ma vie, tout ce que je connaissais n'était que mensonge. Et maintenant, je fuyais l'homme que j'avais juré d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'étais loin de me douter que la mort était plus proche que je ne l'aurais jamais imaginé.
Assis à l'arrière de la voiture de police, je regardais ma maison disparaître au loin. La réalité de ma situation a commencé à s'imposer, lourde et étouffante. J'étais en train de fuir. Je fuyais l'homme que j'avais appelé mon mari pendant tant d'années, un homme dont je savais maintenant qu'il était capable d'actes inimaginables. Où allons-nous ? Demandai-je, la voix légèrement tremblante. L'inspecteur Carmen, assis à côté de moi, me lance un regard rassurant. En lieu sûr, Madame Laura. Un endroit où Richard ne pourra pas vous trouver. J'acquiesçai silencieusement, l'esprit en proie à des pensées chaotiques. Comment en étais-je arrivé là ? Comment n'avais-je pas réalisé que je vivais sous l'emprise d'un monstre ? Nous sommes arrivés dans une planque à la périphérie de la ville. C'était un bâtiment simple, sans rien pour attirer l'attention. Parfait pour se cacher. L'inspecteur Rodrigo m'a ouvert la porte et m'a dit « Vous serez en sécurité ici pendant que nous continuerons à chercher Ricardo ». Je suis entrée dans la maison, me sentant comme une étrangère dans ma propre peau. Le salon était petit et fonctionnel, avec des meubles de base et aucune décoration. Rien qui puisse me rappeler le confort d'une maison. « Madame Laura », dit Carmen doucement, « je sais que c'est difficile, mais nous devons discuter des prochaines étapes. Ricardo est intelligent et dangereux. Nous devons nous préparer à tous les scénarios. » Je me suis assise sur le canapé usé, essayant d'assimiler tout cela. Que dois-je faire ? Rodrigo s'est agenouillé devant moi, le regard sérieux. Tout d'abord, nous devons élaborer un plan d'évasion. Au cas où Ricardo nous localiserait, vous devez être prêt à agir rapidement. Les heures suivantes ont été consacrées à une planification méticuleuse. Itinéraire d'évasion, code de communication, fausses identités, tout cela semblait surréaliste, comme si je vivais le scénario d'un film à suspense. N'oubliez pas, insiste Carmen, de ne faire confiance à personne d'autre qu'à nous deux. Ricardo a peut-être des alliés que nous ne connaissons pas. J'ai acquiescé, sentant le poids de la paranoïa s'installer en moi. À qui pouvais-je faire confiance maintenant ? À la tombée de la nuit, mes pensées sont revenues à Marcos. Son visage terrifié dans la vidéo, ses derniers mots d'avertissement. La culpabilité m'a envahi. Si je n'avais pas commencé cette affaire, il serait encore en vie. Ne t'en veux pas, dit Carmen, comme si elle lisait dans mes pensées. Ricardo est le seul responsable de ses actes. J'ai essayé de sourire, mais c'était difficile. La peur et la culpabilité se mêlaient dans ma poitrine, créant un nœud serré que je ne savais pas comment défaire. Cette nuit-là, allongée dans un lit inconnu, je n'arrivais pas à dormir. Chaque ombre semblait être Ricardo, chaque bruit un signe qu'il m'avait trouvé. J'ai planifié ma fuite avec soin, en laissant de faux indices pour mettre Ricardo sur une fausse piste. Le lendemain matin, Carmen m'a remis un téléphone jetable. N'utilisez-le qu'en cas d'urgence, m'a-t-elle dit. Et n'oubliez pas le code sur lequel nous nous sommes mis d'accord. J'ai passé les jours suivants en état d'alerte permanente. Chaque nouvelle concernant Ricardo me faisait sursauter. Il semblait avoir complètement disparu, ce qui ne faisait qu'augmenter mon anxiété. Où était-il ? Que prévoyait-il ? Une semaine passe, puis 2. Aucun signe de Ricardo. Une partie de moi voulait croire qu'il avait abandonné, que j'étais enfin en sécurité. Mais une autre partie, celle qui connaissait désormais la vraie nature de mon mari, savait que ce n'était que le début. Un après-midi, Rodrigo a annoncé « Nous devons la déplacer à nouveau. Ricardo est trop malin. Nous ne pouvons pas risquer de rester trop longtemps au même endroit. » Alors que j'emballais les quelques affaires que j'avais, une prise de conscience m'a frappée. Telle serait ma vie désormais. Toujours en mouvement, toujours à regarder par-dessus mon épaule. La peur serait ma compagne de tous les instants. J'ai regardé par la fenêtre le monde extérieur, qui m'a soudain semblé si hostile. C'est mon histoire, me suis-je dit. Un avertissement à ceux qui croient que leur vie est en sécurité et que leurs trahisons sont cachées. Méfiez-vous, le danger est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Alors que je montais dans la voiture, prête à partir pour ma prochaine cachette, je savais que mon véritable voyage ne faisait que commencer. La fuite n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Je fuyais mon passé, les mensonges que j'avais vécus et l'homme que j'avais cru aimer. La voiture a démarré en trombe,
m'entraînant dans un avenir incertain. Mais j'étais sûre d'une chose, je survivrais. Je devais survivre. Pour Marcos, pour moi et pour que la vérité sur Ricardo éclate. Et c'est ainsi que ma fuite se poursuit. Chaque jour est un nouveau combat, chaque instant une occasion pour Ricardo de me retrouver. Mais je suis prête. Je suis plus forte qu'il ne le pense. Et un jour, je le sais, cette fuite prendra fin. D'ici là, je continuerai à avancer, toujours avec une longueur d'avance, toujours en alerte. Car le danger, je l'ai appris à mes dépens, peut prendre le visage de l'amour. Nouvelle fois sur le bouton play.